à Madame Myriam Cassen. Cette matinée sera modérée par le docteur Eliane Errand, ici présente. Je vous remercie infiniment de faire ce rôle de modératrice. Et donc, place à Madame Cassen. Je cale juste les durées d'intervention parce qu'il y a des informations que je n'avais pas qui sont différentes. Voilà, excusez-moi, mais c'est fait. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Redites-moi, là, c'est là. Ok, ça va. Parfait. Bien, j'ai demandé l'autorisation de faire l'intervention sans masque parce que entre le stress, la tension et la chaleur sous le masque, j'ai peur d'être un peu plus inconfortable qu'il ne faudrait. Voilà, je sais qu'en étant là sans masque, je mets une personne en danger, donc merci pour votre tolérance. Donc merci aussi de m'avoir convié à ces journées sur un thème qui m'est excessivement cher, qui est la défense de la santé des femmes et en particulier des femmes qui sont victimes d'addiction, puisque comme vous allez le voir, elles ne sont pas que victimes d'addiction, mais elles sont aussi victimes tout au long de leur vie de violences, de maltraitance, d'agressions sexuelles, de psychotrauma, et j'en passe. Ce qui est très réjouissant, c'est de voir qu'on a des journées spécifiques pour les femmes. Ça paraît aller de soi. Mais il y a 20 ans, je vais vous présenter les travaux que j'ai faits sur des antécédents de violences sexuelles chez les femmes toxicomanes. Et quand je disais que ces violences sexuelles existaient, on pensait que c'était un fantasme personnel. Et lorsque je proposais des soins spécifiques pour les femmes, parce que la psychologie des femmes n'est pas la même que les hommes, on avait l'impression d'être sur une autre planète. Donc c'est bien, les choses évoluent, je m'en réjouis et je pense que c'est excellent pour la santé mentale des femmes. Donc je suis psychologue clinicienne, je suis thérapeute familiale, addictologue et directrice de l'Institut Michel de Montaigne que vous voyez ici, je ne sais pas si c'est ça, le bâtiment que vous voyez à Bordeaux. Donc c'est un centre que j'ai créé en 1993. Centre de thérapie familiale et de couple qui a très très vite évolué puisque j'étais addictologue en même temps. J'ai travaillé en addictologie au CEID pendant 17 ans, qui a très vite évolué en différents sous-équipes, si vous voulez. Et monsieur le docteur Price en a parlé tout à l'heure, de la PMI, de la protection de l'enfance, etc., à partir des thérapies familiales et de couple que nous avons fait, et surtout à partir de mon expérience d'addictologue, on est devenus des spécialistes de la protection de l'enfance. Et également, nous avons ouvert il y a 12 ans, c'est un des premiers centres en France, un centre de traitement du psychotrauma, puisque j'avais été très sensibilisée à cet aspect-là chez nos patients toxicomanes. Et il me semblait, à l'époque, on commençait aussi à parler de l'EMDR, en tout cas depuis les années 90 aux États-Unis, c'était en cours et c'était validé aux États-Unis dès la fin des années 90. Donc à partir du moment où on pouvait avoir un soin spécifique, ça valait le coup, si je puis dire, de façon triviale, d'ouvrir un centre spécialisé. Donc ce centre, il fonctionne depuis 12 ans et c'est aussi de ça dont je vais vous parler, puisque dans ce cadre-là, on voit énormément de femmes avec des problèmes d'addiction, mais pas que, des hommes également aussi. Bien. Donc, voilà, pour ma première intervention, je vais donc vous proposer l'histoire d'une femme qui va devenir alcoolique, avec, vous voyez un petit bébé, là, féminin, qui est en train de pleurer, avec la question, par contre c'est un peu, voilà, avec la question de l'épigénétique, puisque vous y avez fait allusion tout à l'heure, mais la condition des femmes qui boivent va bien sûr avoir une conséquence sur la vulnérabilité de l'enfant à l'alcool ultérieurement. C'est vrai d'ailleurs pour tous les produits, quel qu'il soit, quel que soit le produit consommé. Puis quand on voit cette petite fille grandir, qui déjà a donc un certain nombre de vulnérabilités si sa mère consomme, ou si sa mère, on va en parler peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, a des stress pathologiques pendant la grossesse,
eh bien, elle a aussi un certain nombre de risques à se retrouver dans le cadre de violences intrafamiliales dont elle sera victime, évidemment, et en particulier de violences conjugales. Je rappelle d'ailleurs que parmi les victimes de violences conjugales, les enfants sont au premier rang. On a tendance parfois à l'oublier et on voit que la justice l'oublie assez fréquemment puisqu'assez régulièrement, même face à des violences conjugales très très graves et après des séparations ou des mises à l'abri des femmes, les pères ont encore le droit de visite pour leurs enfants et sans médiateur. Donc il se pose quand même un certain nombre de problèmes avec une minoration, là encore, de l'impact traumatique vécu par les enfants, puisque je tiens à vous souligner en tant que psychotraumatologue qu'un bébé qui entend sa mère hurler, même si le bébé a 3 mois, tous les circuits neuronaux de gestion du stress vont être impactés par le cortisol et ce bébé sera dans l'incapacité de réguler ses émotions négatives. Si ces expériences continuent, en général elles sont hélas fréquentes et se développent au quotidien, eh bien nous aurons un enfant qui aura une grande vulnérabilité et qui peut développer un psychotrauma lui-même. Donc c'est important qu'on ait tout ça en tête, d'autant plus que on peut le voir aussi, a priori je n'ai pas vu de chiffres en France, mais chez les femmes battues, on a des taux d'alcoolisme qui peuvent être assez élevés et qui sont la conséquence des violences conjugales ou qui peuvent l'être. Mais en même temps, il est important de voir que dans les violences intrafamiliales, Monsieur le Président de la Midleka, vous l'avez dit tout à l'heure, il faudra en tenir compte, l'alcool joue un rôle très important. Donc, nous voici jeunes filles maintenant. On a déjà survécu à un certain nombre de difficultés. Et puis, qu'est-ce que l'on peut voir chez un certain nombre de jeunes filles? Là encore, hélas, on n'a pas de chiffres en population générale. Ce serait vraiment intéressant en termes de santé publique qu'on prenne des échantillons représentatifs, qu'on fasse plus régulièrement des enquêtes sur les agressions sexuelles dont sont victimes les jeunes femmes. Je vous rappelle que cette semaine encore à Strasbourg, une jeune fille s'est fait agresser, traitée de pute et massacrée. Elle a pris des coups de poing sur le visage parce qu'elle portait une jupe. La situation en France est de plus en plus difficile pour les femmes, en particulier pour les femmes qui revendiquent de l'être et qui montrent qu'elles le sont et qui donc portent des jupes. Donc, agression sexuelle et harcèlement, ça va faire partie des facteurs de risque extrêmement importants pour les conduites addictives et en particulier pour le recours à l'alcool. Bien sûr, je ne suis en train de vous retracer que l'histoire d'une femme qui va devenir addicte à l'alcool. Je ne vous dis pas que c'est l'histoire de toutes les femmes et de toutes les petites filles. Et puis évidemment, quand on a tous ces facteurs de risque et qu'on devient une jeune femme, eh bien hélas, et vous le verrez tout à l'heure dans les statistiques que je vais vous proposer, on a plus de risques de choisir un conjoint qui est lui-même violent et qui est lui-même possiblement addict à l'alcool. Et à partir de ces expériences, on va voir commencer à s'organiser les caractéristiques du psychotrauma. Et je vais vous montrer comment le psychotrauma aggrave la consommation d'alcool qui elle-même aggrave le trauma. Et nous avons ici un cercle qui s'auto-entretient et qui évidemment se fait au préjudice de la santé somatique et mentale de la personne qui est enfermée dans ce cercle vicieux. Et puis ensuite, eh bien, mesdames, puisqu'il y en a un certain nombre dans la salle, on peut remercier notre collègue qui a parlé de ce concept de charge mentale, puisqu'on sait aujourd'hui que plus on a de choses à gérer, plus on est stressé, plus on va avoir de recours à l'alcool. Donc là, je vous ai donné une image de femme un peu battante, sans doute, un peu qui gère des équipes, qui a beaucoup de travail. Et on sait que dans les facteurs de risque actuellement, en population générale, la population qui est la plus à risque, ce sont les femmes qui sont surdiplômées. Donc plus vous êtes diplômé, plus vous avez de responsabilités dans votre structure, dans votre boîte, dans votre institut, dans votre cabinet, plus vous avez de risques de consommer de l'alcool en arrivant le soir à la maison, y compris toute seule. Et puis, évidemment, après toute cette vie entre le psychotrauma et les violences,
La question qui se pose en dernière partie de vie, c'est la question de l'isolement, puisque vous savez que les conduites addictives isolent, et on va le voir aussi, les conduites addictives chez les femmes, quand il s'agit d'alcool, sont aussi des conduites qui les ostracisent beaucoup, puisque vous en parliez tout à l'heure en termes de tabou, enfin là c'était l'ARS qui en parlait. C'est évidemment encore plus difficile pour les femmes d'avoir accès aux soins, et elles y ont accès d'ailleurs beaucoup plus tard que les hommes. Alors pour ce qui est de l'épigénétique, puisque je n'ai pas le temps de vraiment vous expliquer de ce dont il s'agit, je vous ai mis la référence de ce livre qui est assez clair de Joël de Ronet sur l'épigénétique. Comment comprendre en fait l'impact de nos comportements et de nos consommations sur nos organisations neuronales, mais aussi l'expression de certains gènes. L'épigénétique, ce n'est pas la modification des gènes, hein, pas du tout, mais c'est l'expression de certaines parties de gènes. Et cette expression-là, une fois qu'elle a été réalisée, si vous voulez, elle devient irréversible et elle est héritable. Donc quand vous avez une consommation d'alcool, y compris avant la grossesse, on va le voir tout à l'heure, eh bien vos enfants seront plus vulnérables à l'alcool que si vous n'aviez jamais consommé d'alcool. Donc les drogues et l'épigénétique, chez la mère, le tabac, l'alcool avant la grossesse vont rendre les enfants, c'est ce que je vous disais, plus vulnérables. Et un certain nombre de travaux ont été faits sur 3 générations, des grands-mères alcooliques, une mère qui ne boit pas, mais néanmoins, ces petits-enfants resteront vulnérables à l'alcool. Voilà. Donc l'épigénétique sur 2-3 générations, elle devient de plus en plus faible évidemment. C'est-à-dire que la mère ne buvant pas, les enfants ont un peu moins de risques parce qu'il y aura des facteurs de protection dans les interactions mère-enfant, auront un peu moins de risques de boire, mais ils garderont de toute façon cette vulnérabilité quand même. Donc ça c'est important de savoir. Les facteurs de protection seront évidemment dans ce cas-là la qualité des relations mère-enfant, et la question qui se pose sont pour les PMI qui vont souvent intervenir et qui ont à intervenir très fréquemment autour du soutien pour les interactions précoces et pour une parentalité adaptée, puisqu'aujourd'hui, grâce aux travaux en neurosciences sociales et affectives, on a une petite idée de ce qu'est une parentalité adaptée aux besoins de l'enfant. Alors chez l'homme, on a beaucoup de travaux sur le stress, parce que c'est ce dont je vais vous parler. On sait que les hormones de stress passent la barrière placentaire et endommagent le développement du fœtus, c'est-à-dire en fait endommagent le développement du cerveau du fœtus. Et donc c'est un enjeu fondamental que de sanctuariser la grossesse et de faire en sorte que les femmes pendant leur grossesse aient le moins de stress possible. Alors on a vu dans les annonces récentes l'allongement du congé de paternité. C'est une très bonne chose que les papas soient présents aussi et se mettent dans cette interaction précoce vis-à-vis des enfants, ressentent aussi les montées d'ocytocine en étant proches physiquement de leurs enfants. Et c'est aussi une ressource évidemment dans la coparentalité pour les mamans qui sont vulnérables à ce moment-là. La nature physiologique du stress, on la connaît, c'est l'augmentation du taux de cortisol, entre autres, et l'inhibition des contacts synaptiques. J'insiste sur ces aspects-là parce que ma conclusion tout à l'heure portera sur le fait que les addictions ne sont pas une affaire de volonté. Et or, même nous, les soignants, souvent, de temps en temps, et je l'entends dans les équipes, puisqu'on supervise beaucoup d'équipes à l'Institut Michel de Montaigne, j'entends quand les équipes sont un peu découragées, c'est vraiment une histoire de volonté. Elle n'a aucune volonté, elle n'arrête pas l'alcool. Aucune volonté, elle ne s'en va pas alors que son mari et son conjoint est violent. Donc gardez en tête que l'impact des expériences vécues, l'impact des produits pris, réorganise l'ensemble de nos circuits neuronaux. Et qu'à partir du moment où vous avez des circuits émotionnels qui sont hyperactivés tout le temps et sur un mode traumatique, quel que soit le discours rationnel que vous allez tenir, vous adressez au préfrontal alors que c'est le cerveau limbique qui fonctionne. Donc le patient ne peut pas vous entendre. Il peut vous comprendre, il peut adhérer à ce que vous dites, mais il est dans l'incapacité de changer de comportement. Et ça, c'est important en tant que psychothérapeute de comprendre ça, de façon ne serait-ce que de ne pas trop se décourager face à ce que vivent nos patientes. Les violences intrafamiliales et le stress pathologique pendant l'enfance, donc c'est ce que je vous présentais avec la petite fille tout à l'heure. On a des modifications épigénétiques, en particulier sur l'érosion des télomères.
et qui seront donc héritables. Et on va avoir, bien sûr, avec les stress pathologiques, une altération de l'ensemble du développement, les troubles cognitifs, relationnels, régulation émotionnelle, etc. Donc toute la structure neuronale est modifiée sur l'impact des stress pathologiques. Monsieur le Président de la MILDECA, tout à l'heure, vous parliez du devenir des enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance. On supervise pas mal de ces équipes. On s'occupe des enfants les plus en difficulté depuis maintenant plusieurs décennies à l'Institut Michel de Montaigne. Donc on les a vus grandir. Et effectivement, beaucoup vont recourir à des addictions et à des produits, non pas parce que le travail des collègues est un mauvais travail, mais parce qu'on ne prend pas en compte les aspects dont je vous parle actuellement, c'est-à-dire d'un psychotrauma majeur qui altère tout le fonctionnement de l'enfant. Et quand je vois des équipes qui se ruinent, qui ruinent leur énergie, en essayant d'amener les enfants à l'école, en essayant de leur trouver un stage pour qu'ils apprennent un métier, alors que les enfants ont un psychotrauma qui n'est pas soigné, c'est absolument inutile. Il faut commencer par diagnostiquer, soigner le psychotrauma, et à ce moment-là, on aura des résultats. Et on a pu le voir, nous, dans les équipes où on a pu mettre ça en place. Alors, l'enquête de santé. Excusez-moi, comme il ne répond pas tout de suite, c'est... Voilà. Enquête de santé publique, en 2019, 23% des femmes boivent entre 1 fois et 6 fois par semaine, contre 37% des hommes. On a une augmentation, de toute façon, on a une augmentation constante de la consommation d'alcool chez les femmes. Ça, c'est toute catégorie confondue, sociale et âge. Oui. Oh, merci. Les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi des chiffres qui sont donnés par la MILDECA. Plus votre niveau scolaire est élevé, c'est-à-dire plus votre niveau de diplôme est élevé, plus le risque est grand. Il est de 12% chez les femmes contre 8% chez les autres catégories. Alors ça, c'est un public qui est mal repéré, parce que quand vous êtes une femme chef d'entreprise, que vous rentrez chez vous et que vous avez besoin de boire seul, vous allez peut-être consommer un verre en arrivant. Qui ne l'a pas fait ? Moi, je le fais de temps en temps et je trouve ça très agréable. Et en général, j'essaie de m'arrêter au 2e verre et j'y parviens. Mais beaucoup de femmes, parce que j'ai aussi une famille, un entourage, enfin tout fonctionne si vous voulez. Et beaucoup de femmes, très vite, vont se retrouver dans cet engrenage et l'alcool ne sera plus un recours, mais va devenir évidemment un esclavage. Et on en parlait tout à l'heure également, c'était cité, c'est un vrai tabou pour les femmes que de dire bien je suis devenue addict à l'alcool et je suis à 1 bouteille ou 2 bouteilles tous les soirs. Donc c'est un public qui est mal repéré, mais qui est très encouragé. Parce que regardez un peu le marketing alcool, le packaging. Alors franchement, si vous n'aimez pas le rosé, c'est que vous êtes insensible à l'esthétique. Parce que le lobbying du vin se déchaîne tous les étés pour nous faire des bouteilles extraordinaires, certaines même avec des gravures de sirènes à la place des étiquettes. Donc globalement, si vous voulez, il est très clair qu'on a un encouragement social, sociétal à ce que les femmes boivent. Et je vous ai donné 2 images de séries que vous connaissez peut-être. Scandale, pour ceux qui ne connaissent pas, Kerry Washington que vous voyez là est en fait la porte-parole de la Maison Blanche dans cette série-là. Et je peux vous dire que tous les soirs, pour faire baisser la pression, elle boit du vin rouge régulièrement et seule, mais là c'est un moment de la série où elle est particulièrement désespérée. Elle ne passe plus par le verre à pied, elle prend directement la bouteille. Et puis, évidemment, Sex and the City. Regardez-les comme elles ont l'air contentes. Est-ce que ce n'est pas l'archétype des femmes qui ont réussi, qui ont des amis, qui sont belles, qui sont dans un bel endroit, elles sont très heureuses et elles boivent en fait comme des femmes alcooliques. C'est-à-dire sans retenue et on a envie de dire sans maîtrise aussi. Donc vous voyez que ça fait très longtemps qu'on encourage les femmes à consommer. Le rôle anti-stress de l'alcool, on le connaît, c'est l'effet anxiolytique. Les recommandations, vous les connaissez aussi. C'est là. Alors, l'évolution des mésusages et des addictions à l'alcool chez les femmes, eh bien, dans les 20 dernières années, quand on suit les enquêtes américaines, vous avez vu ce chiffre terrifiant, c'est plus 84% chez les femmes et plus 35% chez les hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus raisonnables, ça veut dire qu'ils avaient beaucoup plus d'avance que nous dans la consommation d'alcool.
Donc ces chiffres sont alarmants parce que les conséquences biologiques sur les femmes ne sont pas du tout les mêmes que sur les hommes. Quoi qu'en pensent les militantes sur les questions de genre, nous ne sommes pas tout à fait les mêmes, les hommes et les femmes. Tout ne dépend pas de notre culture et en particulier notre métabolisme. Notre rapport, par exemple, poids-muscle n'est pas le même chez les hommes, le rapport poids-graisse non plus. Et ce sont des éléments qui signent un métabolisme différent. Et hélas pour nous, nous avons beaucoup plus de vulnérabilité à l'alcool, c'est-à-dire qu'il nous faudra moins d'alcool pour pouvoir s'accrocher, on va le digérer moins bien, on aura plus facilement, vous allez le voir, des problèmes de cirrhose plus rapidement, etc. Donc je vous conseille la lecture du livre du professeur Laurent Carilla, là, qui est un collègue que j'ai eu la chance de rencontrer lors des journées sur la dictologie en Guadeloupe l'année dernière et qui a sorti son bouquin sur l'alcoolisme au féminin. Donc les 5 C, vous les connaissez, hein, perte de contrôle, craving, compulsif continu, malgré les conséquences. Alors, quels sont les processus chez les femmes, hein, bien sûr, psychosociaux qui vont aggraver les addictions chez les femmes? Là, par exemple, je ne touche rien, mais qu'est-ce qui se passe avec les diapos Donc chez les femmes, on l'a vu, l'alcool est consommé pour faire face au stress, à la charge mentale. Et chez les hommes, c'est plutôt une consommation sociale. Ce sont des différences quand même très très importantes. Parce que si vous avez une consommation sociale, vous êtes tout de suite favorisé dans le regard qu'on porte sur vous. Oh là là, qu'est-ce qu'il est drôle, il est sympa. Alors lui, il est bon vivant. Hein. Voilà. Par contre, si vous êtes une femme et si vous faites la même chose, je doute fort qu'on ait le même commentaire sur vous. En tout cas, globalement, sans doute pas ici, puisqu'on est un peu spécialiste de la question. Donc, l'étude australienne qui est citée dans le bouquin de Carilla montre que, par exemple, on a aussi chez les femmes aujourd'hui une recherche assez frénétique de l'effet de l'alcool chez les jeunes étudiantes et que certaines sont prêtes à sauter un repas pour avoir plus rapidement l'effet défonce. Donc c'est évidemment un élément qui doit nous alerter en termes de santé publique, puisqu'on a là aussi une évolution des comportements. Donc vous l'avez compris, les trajectoires hommes et femmes sont différentes par rapport à l'alcool. Les femmes sont plus à risque de trauma sexuel, elles sont plus à risque de stress élevé et pathologique. Et en plus, leurs facteurs de vulnérabilité biologique, biochimique sont également plus élevés. Donc nous avons là un ensemble de facteurs qui nous préparent à un vrai problème de santé publique. Alors, en termes de psychiatrique, cette fois-ci, on sait que les femmes sont surreprésentées dans les troubles de l'anxiété. Et par ailleurs, on a bien évalué le fait que les stress continus élevés ou les stress continus, les stress pathologiques, sont un des principaux facteurs de risque de l'addiction à l'alcool chez les femmes. Les risques somatiques sont plus élevés que chez les hommes. Bon, bien sûr, il y a plus de mortalité chez les hommes puisqu'il y a encore plus d'hommes addicts à l'alcool aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, nous, en termes de prise en charge, et c'est ce que vous connaissez tous, c'est qu'elles sont repérées beaucoup plus tardivement. Voilà, et ça, c'est un vrai enjeu de santé publique. Et elles sont repérées beaucoup plus tardivement parce qu'elles ont honte de venir parler de leur consommation. Elles ont plus de problèmes de tension artérielle, d'hépatite alcoolique, etc. Vous avez vu, en moyenne, 5 à 7 ans avant les hommes, elles ont des problèmes déjà d'hépatite aiguë ou de cirrhose. Donc elles ont une véritable vulnérabilité biologique, somatique à l'alcool. Plus de risque également de faire un AVC. Et 17% selon l'Institut national du cancer, du cancer du sein serait dû en partie à la consommation d'alcool. Et puis, on en vient au sujet qui était soulevé par l'intervention initiale.
elles sont aussi plus à risque de côtoyer des hommes alcoolisés, donc elles sont plus exposées à la violence conjugale. Et voyez, là on a des vraies différences dans le genre femme et homme. Un homme qui s'alcoolise n'a pas plus de chances de rencontrer une femme qui va le battre. Or, une femme qui boit a plus de chances de rencontrer quelqu'un qui va le battre. Enfin, plus de risques, pardon, c'est plus de risques. Hein. Donc là aussi, c'est à prendre en compte parce que, et je vais vous en parler, ça sera la dernière partie de mon intervention. Combien de temps j'ai, tu sais ? Un quart d'heure, c'est parfait. Donc, nous avons des facteurs de risque communs avec les hommes, bien sûr. Ces facteurs de risque sont les violences émotionnelles, physiques, verbales et sexuelles, et les négligences dans la petite enfance. On ne dira jamais assez qu'en dehors d'une parentalité positive, si les enfants sont élevés dans un contexte où ils sont humiliés, sans même être battus, humiliés, où ils ont des craintes psychologiques, des violences psychologiques, eh bien, ils auront beaucoup plus de risques, non seulement d'avoir des addictions, non seulement d'avoir des maladies psychiatriques, mais également d'avoir des maladies somatiques. Et un des grands maîtres de la question de l'adversité sociale, qui est Michael Marmot, qui est un psychiatre âgé anglais, dès les années 70, a commencé à alerter avec des cohortes de population aux États-Unis suivies sur 30 ans, sur le fait que les enfants qui grandissent dans un contexte d'adversité sociale, c'est-à-dire un contexte où on se sent humilié, où on a le sentiment qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres, où on est beaucoup plus en échec, eh bien cette population seule, déjà, aura plus de risques de développer des troubles mentaux et des troubles somatiques. Donc c'est un enjeu important aussi pour nous. Évidemment, les conflits et les disputes parentales et bien sûr l'initiation précoce à l'alcool sont des facteurs de risque communs aux hommes et aux femmes. Néanmoins, les femmes présentent pendant leur enfance beaucoup plus de risques d'agressions sexuelles et de violences. Vous savez que les agressions sexuelles chez les femmes, elles sont fréquentes. On n'en connaît pas exactement, évidemment, les chiffres. Et elles sont aussi très précoces et elles peuvent durer très longtemps. Or, ça, c'est un des plus hauts facteurs de risque de développer une addiction. Donc, il est très important qu'on commence à s'intéresser à ce problème-là pour tenter de l'évaluer et également dans nos prises en charge pour tenter de le repérer. Je crois que la plupart d'entre nous avons été formés à ne pas poser des questions à nos patients, ou pas trop, sauf quand on est médecin, bien sûr, on a des protocoles selon le diagnostic que l'on recherche. Mais en psychologie, par exemple, toute question pouvait être vécue comme une intrusion. Or, nous allons le voir, quand vous avez honte de consommer ou quand vous avez été victime de violences conjugales, que vous n'osez pas en parler, ou d'agressions sexuelles, la question que va vous poser le thérapeute est vitale pour que vous puissiez dire oui. Donc, n'hésitez pas à poser la question. Une enquête, il y a une quinzaine d'années, faite par l'Association médecins généralistes de France, montrait que chez des femmes battues, si le médecin généraliste avait posé la question, plus d'une sur deux, elle aurait dit oui. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Quand vous avez des femmes victimes d'addiction, puisqu'elles en sont des victimes, et qu'elles ont ce type de recours à des produits, quel que soit le produit, cherchez un peu les antécédents de violence. Alors en même temps, là aussi, sur le plan biologique, eh bien, les femmes sont plus sensibles au stress. On a d'autres vulnérabilités. On a plus de vécu négatif, plus de tristesse, plus d'anxiété. On sait aussi que les femmes gèrent moins bien les stress que les hommes, les stress pathologiques. Elles sont plus impactées par les stress. Ça, ce sont des différences qui sont liées à l'ensemble des différences hormonales et autres entre hommes et femmes. Ça, ce ne sont pas des aspects culturels là dont je vous parle. Même si ensuite, la culture doit bien sûr venir pour tenter de minorer l'impact des vulnérabilités des hommes ou des femmes. Ces derniers éléments sont liés surtout à l'adolescence, à des processus de victimisation et d'adversité, et davantage chez les filles que chez les garçons. L'alcool à l'adolescence, il n'y a pas de différence de prévalence actuellement, garçons et filles.
Par contre, les affects négatifs sont une part plus importante dans le développement de l'addiction. Alors c'est intéressant parce que les travaux montrent que les jeunes filles ont recours à l'alcool lorsqu'elles sont déprimées, lorsqu'elles ne vont pas bien, alors que les garçons ont recours à l'alcool plutôt pour amplifier des expériences positives. C'est-à-dire on est avec les copains, parfait, 10 minutes. On est avec les copains, on se sent bien, on va boire jusqu'au bout. On est triste, on ne va pas bien, mais on va se défoncer à l'alcool parce qu'il faut oublier les expériences qui nous ont amenés à être mal dans notre peau. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas de jeunes filles aujourd'hui qui fassent du binge drinking et qui veulent se défoncer très rapidement sans qu'il y ait ces antécédents-là. On a encore un nouveau type de consommation qui apparaît. Voilà. Je voudrais finir sur ça, il me reste 10 minutes, donc c'est parfait, parce que je pense que c'est en termes de santé mentale un élément qui est sous-estimé, très gravement sous-estimé, sous-repéré et sous-traité. C'est l'impact du psychotrauma. Or, actuellement, on sait bien qu'un psychotrauma va aggraver ou va déboucher sur une addiction qui elle-même aggravera le psychotrauma. Donc, quand on regarde un peu les enquêtes aux États-Unis, 62% des patients addicts aux États-Unis présentent un PTSD, c'est-à-dire un psychotrauma. C'est énorme. Et or, ils ne sont diagnostiqués quasiment nulle part. C'est-à-dire l'Exapa, peut-être maintenant vous faites, Monsieur le Président de la Fédération Addiction, peut-être que dans vos XAPA, vous allez introduire la mesure du psychotrauma pour toutes vos équipes et ce serait bienvenu. Parce qu'on a des outils pour soigner le psychotrauma, encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas auparavant, des outils psychothérapeutiques. Même si ce n'est pas 100%, mais on peut vraiment améliorer les patients. On n'a pas d'enquête en France, ni en population, suivie par l'Exapa. Donc les travaux, les miens et ceux de Jean-Michel en 2002, à ma demande auprès de l'INSERM, là je voulais regarder quels étaient les antécédents des violences chez les femmes. Parce que quand je disais les travaux américains, c'était des antécédents très élevés. En France, on n'avait rien. Ce sont des chiffres qui sont sous-estimés, bien sûr, mais on avait 20 à 30% d'antécédents de viol. Ça, c'est l'enquête Femmes et toxicomanie qu'on a publiée en 2001. Depuis, les travaux n'ont pas été poursuivis. Moi, j'ai quitté le CEID pour faire l'Institut Michel Montaigne. OK. Pourquoi c'est important de repérer les liens entre alcool et PTSD, donc syndrome de stress post-traumatique? Parce que l'alcool, évidemment, c'est le recours pour diminuer l'impact émotionnel, mais ça va rendre le sujet plus vulnérable à la revictimisation, en particulier pour les femmes qui, sous alcool, régulièrement vont répéter des expériences de viol. Voilà, parce qu'une femme qui est ivre et qui ne sait plus dire non ou qui est un peu perdue, c'est évidemment une proie pour les prédateurs sexuels. Et donc, beaucoup de femmes alcooliques, et là, quelle que soit la catégorie sociale avec laquelle on travaille, ont été victimes, dans les moments où elles ont été totalement ivres, de viols, de relations sexuelles non consenties, qui aggravent bien sûr le traumatisme, puisque le lendemain, quand elles se réveillent, elles se trouvent minables, elles ne portent pas plainte parce que c'est de leur faute, elles n'avaient qu'à pas boire, et le cycle se poursuit. Donc ça, je vous l'ai dit, je crois que le message est passé. Sous-estimation du trauma dans le traitement des addictions, sous-identifié, sous-traité. Vous regarderez les définitions du psychotrauma, parce que là, je n'ai pas le temps, mais vous les avez dans la CIM-10, la classification internationale des maladies, la version 10, et dans le DSM-5. Donc, et ce sera ma conclusion, je serai dans les temps. Parlons des approches thérapeutiques intégratives, puisque c'est ce que nous avons développé à l'Institut Michel de Montaigne. Il s'agit par rapport au trauma et à l'addiction à l'alcool. Alors ça suppose beaucoup de choses. D'abord, une bonne formation au trauma pour les intervenants, ça vous l'aurez compris.
Ensuite, des repérages et des évaluations des histoires de vie traumatiques chez nos patients. Et quand vous posez la question, vous trouvez. Hein. Si vous ne posez pas la question, vous n'avez pas. Mais si vous posez la question, vous allez avoir une litanie de traumatismes qui vont arriver. Chez beaucoup de nos patients d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas addicts, mais qui viennent nous voir pour des troubles de la relation dans le couple, par exemple, ou avec leurs enfants. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait là? Ça, attendez, il y a un peu de bazar. Voilà, il y a un autre élément qui est important, ce sont les troubles de l'attachement. Aujourd'hui, on sait que l'attachement n'est pas qu'une théorie, c'est un processus vital hein, pour se sécuriser de façon interne. Donc, toutes nos patientes addictes à l'alcool ont des troubles de l'attachement. Et j'en ai fini avec la psychothérapie, si ça veut bien apparaître. Donc les femmes se cachent pour boire et ne consultent pas. Un homme qui boit est un bon vivant. Une femme qui boit, je vous laisse remplir la suite. Donc les thérapeutiques, évidemment, quand vous avez une femme addicte, il reste 2 diapos. Ce sont les thérapies de couple et de famille, puisque vous le disiez, ces femmes, elles sont entourées parfois, soit avec un entourage qui va favoriser la prise d'alcool, soit avec un entourage qui va dénier la prise d'alcool. Et donc, il est important que l'entourage soit mobilisé pour qu'il puisse devenir une ressource. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de femmes boivent parce qu'elles ont des conjoints qui boivent et qui sont eux-mêmes alcooliques, ce qui est rarement l'inverse. Hein, c'est-à-dire là aussi, il est assez fréquent que des femmes vous disent qu'elles boivent la moitié de la bouteille ou ou une bouteille sur 2 parce qu'autrement son conjoint va boire les 2 et ça lui évite de les boire. Donc les thérapies du psychotrauma, bien sûr, c'est en priorité le MDR, mais pas que. Les thérapies des troubles de l'attachement, évidemment, les groupes de parole. J'ai une dernière diapo. Voilà. Je voudrais juste, rappelons-nous toujours, les addictions ne sont pas un déficit de la volonté, mais le résultat d'une trajectoire de vie souvent fracassée qui a modifié les capacités du cerveau à se protéger. Et enfin, concernant les femmes, comme tout autre patient et l'alcool, quand le jugement prévaut, vous savez, quand vous commencez à juger, vous n'êtes plus au travail, vous pouvez rentrer à la maison. Hein, c'est-à-dire que vous avez non seulement cessé de réfléchir, d'aider, mais aussi vous avez cessé de travailler. Donc prenons soin de nous, les soignants, parce que le burn-out professionnel est très élevé dans les professions de soins. Et quand on a un burn-out professionnel, les premières caractéristiques, c'est le cynisme. Bon, mais elle boit, elle aime ça, elle est battue, elle aime ça. Et c'est évidemment l'absence d'empathie. Je finirai avec ce message. Merci de votre attention. Je ne sais pas si mon micro marche. Il marche? Oui. Bonjour. Merci Myriam Canssin pour cette intervention très importante qui nous éclaire sur les vulnérabilités environnementales et personnelles de ces femmes qu'on reçoit en périnatalité ou en addictologie. Et on voit bien l'importance du rôle de chacun dans la prise en charge et l'importance du regard global. Hein, et donc, effectivement, l'absence du jugement, ça paraît le minimum, mais l'importance pour nos équipes d'avoir un regard sur cette femme, un regard global et sur son histoire de vie. Quelle est cette femme consommatrice? Quel est son environnement? Quels sont ses facteurs de vulnérabilité? Donc, pas un regard centré sur le produit et qu'est-ce que je vais faire pour travailler uniquement la question du produit, mais un regard global sur son histoire familiale, son environnement proche, sur la pression sociale qu'elle a à consommer, sur son environnement proche familial et sur le rôle de son conjoint, l'accompagnement, son histoire de vie. Donc, c'est passionnant. Alors, on a de plus en plus de gens formés grâce aussi à l'Institut Montaigne sur notre territoire. On travaille tous dans nos structures d'addictologie, dans nos XAPA ou en périnatalité avec des gens qui ont eu la chance d'être formés à l'Institut Montaigne. Ça, c'est une richesse quand même importante sur le territoire.
Historiquement, on avait un savoir-faire quand même sur les traitements de substitution opiacés sur notre territoire, avec une bonne coordination des patientes, un accès aux soins de grande qualité et facile aux traitements de substitution opiacés et à tous les traitements de substitution opiacés, et une coordination de prise en charge pour les femmes enceintes qui avaient des consommations d'opiacés. Sur le tabac, depuis plus de 20 ans, on a aussi une prise en charge très très importante, avec une formation très importante des équipes et des sages-femmes dans les services de périnatalité, mais aussi chez les sages-femmes libérales. Sur l'alcool, c'est plus compliqué. On a été alerté. Je voudrais juste citer Colette Le Sos-Mora, qui est là dans la salle et qui est arrivée de Réunisaf en 2006 et qui nous a sensibilisés à la question de la problématique alcool, l'importance du repérage, l'importance de former les équipes. Probablement qu'on a encore beaucoup à faire, et l'Institut Montaigne nous éclaire depuis quelques années sur l'importance de l'attachement sécure pour toutes ces femmes, et l'impact que ça a pendant la grossesse, et l'impact que ça a sur finalement toute la vie de l'enfant. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle tout de suite, pour ne pas monopoliser la parole? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, peut-être un mot, Myriam, sur justement l'attachement sécure, l'importance pour les équipes de périnatalité, à tous les niveaux, bien sûr qu'il faut nous solliciter en tant qu'addictologues, mais elles aussi, elles ont un rôle auprès de ces femmes enceintes pour mettre en place des conditions aussi de sécurité, les protéger, et toute la prise en charge autour de ces patientes. Oui, alors là, je ne vais pas emboliser, donc je ne vais pas prendre la parole beaucoup sur ça. Juste intéressez-vous, mais la plupart d'entre vous, vous êtes déjà très formés à ça, à la problématique de l'attachement et la nécessité que les enfants aient un attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils aient la capacité de se sentir en sécurité intérieurement, puisque sur le plan neuronal, c'est ce qui va leur permettre aussi plus tard d'avoir les conditions pour faire maturer leur préfrontal. Et le préfrontal, vous savez, c'est ce qui nous permet de dire non. Voilà, donc je vais être très brève. Mais psychotrauma, troubles de l'attachement, on les a quasiment chez tous nos patients addicts. Et là aussi, on commence à savoir les réparer.